qu'est-ce qu'un leader? En quoi consiste le leadership? Est-ce que vous êtes un leader? Vous allez découvrir, à travers des moyens mnémotechniques simples, la notion de leadership et les styles correspondants qui vous permettront de maîtriser le concept et révéler votre âme de leader. Avant d'introduire le propos, rendons à César ce qui est à César, nous tenons à mentionner que cet exposé est en grande partie inspiré du cours du professeur Scott G. Allen du Boller College of Business de Cleveland aux États-Unis. Cet exposé est conçu pour être ancré dans une théorie académique solide, mais n'est pas présenté sur un ton académique. Car, quand on y pense, l'objectif ultime de l'apprentissage et de l'éducation du leadership est de former des leaders qui interviennent habilement, des personnes prêtes à faire avancer le travail du groupe dans la pratique. Nous allons voir dans cet exposé une définition du leadership et des clés de compréhension pour vous permettre d'appréhender le sujet. Par la suite, nous attacherons à marquer la différence entre avoir du leadership et avoir du pouvoir. Enfin, nous nous pencherons sur les mots de leadership et de style, car se trouve dans chaque lettre de ces mots le succès pour devenir un vrai leader. C'est bien beau tout ça, Paul, mais quelle est la définition du leadership? Patience, mon petit Luc, j'y arrive. Le leadership est le processus qui consiste à influencer les autres vers une vision commune. Telle est une définition du leadership donnée par Tony Middlesbrough, professeur de leadership de renom de l'Université du Delaware. Si cette définition semble assez simple, des éléments clés doivent être explorés. Tout d'abord, le mot processus est un élément important. Le leadership consiste à aider un groupe, une équipe, un mouvement ou une organisation à se déplacer d'un point A vers un point B. Ainsi, le leadership est une question de processus, de progression vers la vision ou la réalisation de la mission. Cela nécessite un esprit de croissance et de la résilience car il y aura beaucoup d'obstacles en cours de route. Un autre élément clé est l'influence, qui est différente de l'autorité. Si beaucoup de personnes qui ont du pouvoir ont de l'influence, le contraire peut ne pas être vrai. L'influence consiste à inspirer, associer, dynamiser et mobiliser les autres parce qu'ils veulent s'engager dans votre vision. Le mot « autre » est un élément clé, car si vous regardez derrière vous et qu'il n'y a personne, vous ne dirigez rien. Avez-vous une base d'autres personnes qui se considèrent comme des partenaires dans le travail? C'est la question qu'il faut se poser. Ainsi, le processus de leadership tel qu'il vous est ici présenté consiste en une personne ou un groupe de personnes qui va suivre un leader dans ses idées ou ses actions par une adhésion volontaire. Ce leader sera pris en modèle et va amener l'individu ou le groupe de personnes à la réalisation de la mission. Vous pourriez alors confondre pouvoir et leadership, en raison de l'influence que chaque concept porte sur les adhérents. S'il est possible de cumuler le pouvoir et le leadership, ces deux notions restent bien différentes et ne doivent pas être mélangées. Effectivement, Luc. Max Weber, économiste et sociologue allemand, différencie pouvoir et leadership. Il va distinguer trois grandes formes de pouvoir. Le pouvoir traditionnel, qui est légitimé par des coutumes établies et acceptées. Le policier n'est pas un individu différent de vous. Vous n'avez pas passé de contrats avec lui, et pourtant, vous devez le respecter et obéir à ses ordres. Le pouvoir bureaucratique est légitimé par la force de la loi, souvent du contrat. Vous êtes le supérieur hiérarchique, vous êtes le responsable qualité ou le client. Cela vous donne le pouvoir d'imposer à l'autre des actions. Enfin, le pouvoir charismatique tient sa légitimité du rayonnement de la personne elle-même. Vous avez des relations au sein de l'entreprise, vous disposez d'un réseau ou d'une information qui peut se révéler être un véritable atout pour la société. Personne ne sait faire ce que vous faites et vous êtes irremplaçable. On vous reconnaît alors du pouvoir pour vos compétences uniques. Vous avez du pouvoir lorsque vous pouvez faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas fait sans votre intervention. Il s'y sent alors obligé.
Si vos collaborateurs font ce que vous demandez, que cela leur plaise ou non parce que vous êtes leur hiérarchique, alors vous avez du pouvoir sur eux. Ce n'est pas du leadership. C'est seulement parce que les autres reconnaissent votre casquette de pouvoir qu'ils vous obéissent. Ainsi, contrairement au pouvoir qui prône l'obéissance, le leader ne devient leader qu'avec l'adhésion volontaire des autres. Il ne tire son influence d'aucune légitimité. Le pouvoir engendre des moutons de panurge, Ici, à l'ICES, nous n'aimons pas les moutons de Panurge. alors que le leadership, par le charisme, l'influence et l'exemple du leader, engendre de nouveaux leaders. Les concepts que nous allons énumérer ci-dessous illustrent le terme leadership. Cependant, cette liste n'est qu'un tremplin vers le sujet du leadership efficace et n'est pas exhaustive. Si vous parlez avec des experts, des praticiens, vous entendrez probablement des attributs qui n'ont pas été inclus. C'est ce qui est merveilleux dans le domaine du leadership. Il y a tant à apprendre et chaque personne que vous rencontrerez aura une nouvelle perspective ou un nouvel aperçu. En fin de compte, vous avez l'occasion de déterminer ce qui est le plus logique pour vous. Et dis-moi, Paul, le leadership, c'est comme l'idée de l'amour. Il est dans l'œil de celui qui le regarde. Ah là là, quel poète ce Luc. Mais il a tout à fait raison. Certaines personnes vont considérer que le président, le roi, la reine ou le premier ministre est doté d'une grande intelligence émotionnelle, d'une grande intégrité et d'une vision passionnante. D'autres personnes ne pourraient pas être plus en désaccord. Nous voyons, nous vivons tous le leadership d'une manière différente en fonction de notre éducation, de notre contexte culturel, de nos valeurs, de nos objectifs, religion, type de personnalité, etc. Commençons sans plus tarder. La lettre L correspond à lister les attentes. Les grands dirigeants ont des attentes claires. En tant qu'adhérent, vous savez comment gagner lorsqu'ils dirigent. D'une manière générale, un leader efficace est connu comme une personne qui définit clairement les rôles, les priorités et les attentes des individus et de l'équipe. Le E pour l'enthousiasme. Par essence, être enthousiaste et avoir une vision passionnante transcende une équipe et la motive vers le but à atteindre. Des entreprises comme Tesla, Blablacar ont des visions passionnantes qui suscitent l'enthousiasme et donnent de l'énergie aux employés. En tant que dirigeant, votre travail consiste à communiquer votre enthousiasme et votre excitation pour la tâche à accomplir. Pour ce faire, il est essentiel que vous nommiez les petites victoires en cours de route. Cela permettra à votre équipe de rester enthousiaste et engagée. Le A pour amener au dépassement de soi. Les leaders aident les individus et les équipes à accomplir plus que ce qu'ils croyaient possible. Ils font monter la pression et incitent les autres à travailler au niveau de leurs limites et à dépasser les limites supposées. En tant que leader, vous devrez peut-être pousser l'équipe à se surpasser au-delà de ses capacités actuelles. La lettre D pour définir et donner des résultats. À notre échelle, les professeurs seraient-ils considérés de la même manière si toute la classe avait de mauvais résultats? Certains diront que si les résultats n'ont pas été atteints, l'individu n'a pas dirigé efficacement. Une autre façon d'envisager ce concept est l'idée qu'il appartient aux dirigeants de définir les résultats afin que l'équipe sache à quoi ressemble le succès. Le E pour être intègre. Faire preuve d'intégrité de façon constante est chose facile en théorie, mais très difficile en pratique. Faire preuve d'intégrité et montrer la voie à suivre exige une confiance en soi intense et une réflexion constante sur ses actes. Il faut également être ouvert aux commentaires de ceux qui nous entourent. Mais le leadership requiert une solide boussole morale et le courage de défendre vos convictions même face à la critique. Le R pour la réflexion permanente sur le processus. Les dirigeants équilibrent deux tâches principales, les relations et le processus. Cependant, le dirigeant peut donner la priorité à l'une plutôt qu'à l'autre, et l'équipe ou l'organisation peut en souffrir. Les dirigeants doivent avoir un œil sur le processus car, en fin de compte, une partie de leur héritage sera basée sur les résultats obtenus sous leur direction.
concevoir un processus pour aider le groupe à passer d'un point A à un point B n'est pas une mince affaire. Regardez autour de vous, à tout niveau, et vous verrez des entraîneurs sportifs, des PDG, des chefs d'État réussir à le faire, mais également échouer. Le S pour savoir privilégier le relationnel. Si un dirigeant réfléchit toujours au processus, il doit également surveiller de près les relations. Il peut s'agir de relations avec des membres individuels de l'équipe, des parties prenantes externes ou une myriade d'autres personnes dans la sphère influente. Dans ce cas, vous vous concentrez sur les relations au sein de l'équipe. Les grands leaders construisent des équipes fortes, des équipes qui travailleront au-delà de leurs limites pour le bien de l'ensemble. La lettre H pour l'habileté dans l'intervention. Vous voulez que vos médecins interviennent habilement ? Plutôt, car s'ils ne le font pas, votre vie pourrait être en danger. Vous voulez également que votre athlète préféré intervienne avec habileté. Par exemple, au football, s'il marque 3 buts dans un match, il sera sûrement parmi les meilleurs. Le leadership ne fait pas exception à la règle. Vous voulez un leader qui intervient habilement. Il améliore les choses, trace la voie à suivre et relève habilement les nombreux défis associés à son rôle. Le I pour l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir que le leadership est difficile, très difficile même. Les dirigeants sont soumis à des niveaux de stress élevés et sont constamment éprouvés émotionnellement. L'intelligence émotionnelle constitue la prise de conscience ainsi que la régulation des émotions en soi et chez les autres. Cela signifie que les dirigeants doivent être conscients de leur état émotionnel et dans certains cas, le réguler comme il convient. L'intelligence émotionnelle ne signifie pas que les dirigeants ignorent leurs sentiments. En fait, c'est le contraire. Ils sont parfaitement conscients de leurs sentiments. Cependant, le dirigeant comprend la nécessité de s'adapter et de réguler si nécessaire. Le P pour la personnalité agréable. Les recherches suggèrent que les gens sont plus susceptibles d'être influencés par des individus qu'ils aiment. La vraisemblance est importante et signifie que vous êtes agréable à vivre et que vous insufflez de la vie et de l'énergie au groupe ou à l'équipe. Toutefois, cela ne signifie pas qu'en tant que leader, vous ne tenez pas les autres responsables et n'engagez pas de conversations difficiles. Ok, c'est bien beau de connaître les différentes caractéristiques d'un leader, mais encore faut-il avoir du style. Très très drôle, Luc. Mais non, t'y es pas. On va plutôt parler des styles de leadership. Nous allons d'ailleurs faire une petite comparaison pour que cela vous soit plus parlant. Au golf, le joueur possède plusieurs clubs qui peuvent être utilisés en fonction de l'endroit où il se trouve sur le parcours pour pouvoir espérer rentrer la balle dans le trou. Les styles de leadership présentés ici sont comme des clubs de golf métaphoriques. Il existe 6 styles ou approches de base qu'un individu peut utiliser pour diriger les autres. Chacun de ces styles présente des avantages et des inconvénients en fonction du contexte. Les personnes compétentes choisiront intentionnellement un style approprié à la situation. Et plus vous êtes expérimenté, et plus vous saurez quel style adopter. On peut dire que ça va de la méthode de la plus démocratique à la méthode la plus totalitaire. Stimuler les troupes. Cette approche peut être utilisée lorsque des facteurs de stress sont impliqués. Pour le côté négatif, les personnes qui sont constamment stimulées peuvent se marginaliser, voire se sentir un peu trop concernées. Du côté positif, il arrive que des groupes s'installent dans un rythme lent avec un faible niveau d'énergie. Avec cette approche, le leader fera monter la pression et redynamisera le groupe pour remplir sa mission. Totalitaire ou style autoritaire. Ici, nous avons affaire à un mode beaucoup plus dominateur. Le leader va vraiment prendre la tête du groupe pour le diriger. C'est une méthode de leadership qui est adaptée au groupe pour qui la situation leur est relativement étrangère, surtout lorsqu'ils ne sont pas assez expérimentés pour savoir ce qui doit être fait. Le leader se doit de les guider de manière autoritaire pour avoir le résultat attendu. Ce style
est utilisé dans des situations où la place au discernement n'existe pas, car les avis pourraient diverger et un temps précieux serait perdu. Aboyer ou le style coercitif. C'est la méthode la plus périlleuse car on va vraiment maintenir l'équipe dans la direction que l'on souhaite sans y mettre les formes. Mais en fait, Paul, on se rapproche plus d'un style militaire, non? Tout à fait, Luc. Le leader donne un ordre et la personne doit obéir, sans poser de questions. Les individus qui utilisent cette méthode savent où ils vont et feront ce qu'il faut pour s'assurer que le groupe se conforme à ces directives. On est obligé de recourir à ce genre de management dans des situations d'urgence, qui sont des situations dégageant beaucoup de stress. On peut citer une intervention des pompiers pour sauver des vies, ou un exercice militaire où la vie de la personne et de l'équipe est engagée. On observe que certaines personnes sont complètement paralysées sous l'emprise de ces situations à risque. Le leader se doit donc d'intimer l'ordre d'agir de telle ou telle manière. Il faut être très directif pour garder le cap, sans toutefois tomber dans le cliché du tyran qui maltraite ses employés. Laisser faire ou déléguer. Donc là, on passe de tout l'un à tout l'autre. Comme tu dis, Luc, c'est l'exact opposé du style coercitif. Dans ce style, le leader donne des tâches à accomplir aux membres du groupe et ces derniers doivent s'administrer eux-mêmes dans leur façon d'agir. Le leader ne donne plus d'ordre et il délègue totalement en laissant faire le groupe. En déléguant des tâches, les dirigeants peuvent renforcer les capacités de leurs équipes, augmenter la charge de travail partagée et donc accomplir plus de choses en moins de temps. Cependant, il ne faut pas mettre n'importe quel pouvoir dans n'importe quelle main. Il faut toujours s'adapter au niveau de la personne à qui on délègue. C'est un système qui reste relativement pratique. Il doit être implanté lorsqu'on souhaite se décharger de la masse de travail, surtout pour les jeunes leaders inexpérimentés, prenant souvent trop de responsabilités sur eux pour démontrer leur valeur. Engager et écouter les autres, le style démocratique. Ce style peut être extrêmement efficace lorsque le leader a besoin d'un niveau élevé d'adhésion. C'est bien connu. Les gens soutiennent ce qu'ils ont aidé à créer. Cependant, bien qu'il y ait de nombreux points positifs à engager les autres dans la décision, ce style peut s'avérer chronophage et peut retarder le processus si le leader essaie de plaire à tout le monde. Un dirigeant compétent qui utilise ce style devra avoir l'œil sur le temps et savoir quand il convient de voter, d'organiser la discussion ou de prendre une décision. Suivre et entraîner les autres, le coaching. Ce style peut s'apparenter à un suivi personnalisé pour chaque membre du groupe dans le but de les former. Comme un coach sportif, le leader indique la manière de procéder afin de les aider à performer. Il faut toutefois prendre en compte que ce style de leadership est chronophage. Il n'est donc pas adapté à une situation urgente. Néanmoins, si on a le temps d'appliquer cette méthode, ce n'est pas du temps perdu car le leader pourra facilement déléguer aux collaborateurs déjà formés. Il y aura une confiance en leur travail et un gain de temps dans le processus. Sauf si le collaborateur part avant. D'où l'intérêt pour les leaders de savoir miser dès le départ sur les bons chevaux.